Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'ANIA et Citeo avec un focus sur les emballages en plastique rigide. Donc avant de commencer, hop, je vais vous demander de désactiver vos micros le temps de la présentation pour éviter toutes les interférences. Vous pouvez poser toutes vos questions à l'écrit via le chatter. On répondra à vos questions à la fin de la présentation. Et pour recevoir cette présentation qui est enregistrée, n'oubliez pas d'indiquer vos noms et prénoms comme c'est indiqué dans cette slide. Donc ce webinaire il s'inscrit dans le cadre d'une session de webinaire avec l'ANIA qui a eu lieu tout au long de l'année 2020 pour notamment renforcer les connaissances sur la fin de vie des emballages ménagers. Je suis Chloé Sabatier, je suis ingénieure éco-conception chez Citeo. Je serai accompagnée de Gauthier Massif, qui est également ingénieur éco-conception chez Citeo. Et à l'ANIA, je vais laisser Léa présenter l'introduction de ce webinaire. Léa, si tu... Merci Chloé. Bonjour à toutes et tous et merci pour votre participation à ce 5e rendez-vous de la série des webinaires Citeo ANIA sur l'éco-conception. Nous sommes très heureux à l'ANIA de l'organisation de ces webinaires qui ont pour objectif d'informer et également de sensibiliser toutes les entreprises alimentaires aux enjeux liés à l'emballage. Donc pour rappel, ces présentations sont une introduction tout public aux différents sujets traités dans le cycle. Et j'en profite pour remercier Citeo pour la mise à disposition de ses experts sur ces sujets. Donc concernant notre sujet de ce matin, c'est important d'abord de rappeler que l'éco-conception est au cœur des enjeux et de la stratégie sur l'emballage des entreprises. Chloé, peut-être si tu peux faire défiler la slide suivante, merci. Donc c'est pour cette raison qu'à l'ANIA, nous en avons fait un des axes principaux de notre GT emballage, puisqu'il figure au cœur de la feuille de route 2020 du groupe de travail, mais également dans notre contrat stratégique de filière. Donc ceci passe par l'organisation de réunions et de séminaires thématiques sur le sujet au cours de l'année et en partenariat avec les acteurs de l'emballage. Par exemple, nous avions organisé en avril 2019 un séminaire avec Matikem sur les emballages alimentaires de demain et avions accueilli également la réunion du COTREP fin 2019 qui portait de l'éco-conception des plastiques. Donc ce sujet est également hautement valorisable, comme le montre notre livret d'engagement des entreprises qui a été publié en octobre dernier et qui fait état des mesures d'éco-conception qui sont prises dans la production d'emballage par les entreprises. Enfin, et c'est important de le rappeler, cette dynamique est sous-tendue par un contexte réglementaire extrêmement ambitieux qui donne à l'éco-conception un rôle central dans la transformation vers une économie plus circulaire. J'ai donc choisi à ce titre de vous présenter 3 lois majeures sur ces derniers mois qui illustrent ce propos et cette dynamique. Donc on a tout d'abord la directive Single Use Plastics qui fait suite à la stratégie plastique de la Commission européenne publiée en 2018. Cette directive a été publiée en 2019 et elle présente des mesures d'éco-conception transformationnelles, notamment pour les bouteilles pour boissons, avec 2 mesures importantes. L'obligation dans un premier temps d'un bouchon solidaire attaché à la bouteille et ensuite un taux d'incorporation de plastique recyclé de 30%. On a ensuite la loi française qui suit cette directive, qui est concomitante à cette directive, dite AGEC, qui est relative à la lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire. C'est vraiment le texte clé du quinquennat sur l'ensemble de ces mesures. Et cette loi a un impact tout particulièrement important pour le secteur de l'emballage et de l'agroalimentaire. Donc parmi les différentes dispositions qu'on pourra retenir de cette loi, il y a l'objectif de 100% de plastique recyclable en 2025. Je vois que j'ai fait une coquille dans la slide, c'est bien recyclable et non recyclé. C'est un détail important. Qui est une disposition qui est issue d'une proposition qui a été faite dans la feuille de route économie circulaire publiée l'année qui a précédé la publication de cette loi. On a également des dispositions relatives, tout comme dans la directive Single Use Plastics, à un taux minimal d'incorporation de matières premières recyclées. Cette fois-ci, la différence, c'est qu'elle concerne tous les emballages
avec des seuils et des matériaux qui seront à définir. Et elle pose un certain nombre de questions en termes d'éco-conception, notamment relatives à l'alimentarité. Enfin, on a un certain nombre de mesures également sur des interdictions de plastique ou des définitions de gamme standard d'emballage qui nécessitent des formes d'adaptation et donc d'éco-conception. Et puis, finalement, on ne va pas parler en sens par rapport à ça, je vais me mettre à mon bureau et finalement, donc, on a des mesures d'éco-conception par substitution vers d'autres plastiques, comme les plastiques biosourcés, biodégradables ou compostables. Et dans ce cadre, la loi impose de mesurer leur impact, notamment environnemental, sur ces produits. Le que je me propose de vous présenter ici est celui de la révision en cours au niveau européen des directives du paquet économie circulaire, et notamment des exigences essentielles qui auront un impact fort sur l'éco-conception, notamment dans la définition de la recyclabilité au niveau européen. Donc maintenant que ces éléments de contexte vous ont été présentés, je vous laisse avec Chloé qui va vous présenter plus précisément les possibilités d'éco-conception sur les plastiques rigides. Bon webinaire à tous, merci. Merci Léa. Donc le programme ce matin, du coup, c'est de parler du coup des emballages en plastique rigide. Donc on va déjà voir qu'est-ce qu'un emballage plastique rigide. On verra quel est le gisement aujourd'hui en France de ces emballages. Ensuite, on verra comment ils sont recyclés, donc tout le process de collecte, de tri et de recyclage. C'est important de bien comprendre toutes ces étapes-là pour du coup comprendre toutes les recommandations d'éco-conception qui en découlent. Et du coup, dans cette troisième partie, on détaillera du coup comment améliorer la recyclabilité des emballages en plastique. Vous allez voir, il y a beaucoup d'emballages en plastique rigide, donc c'est compliqué sur 1 heure de webinaire de rentrer en détail sur tous les sujets. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous donner un peu un ordre d'idée des enjeux d'éco-conception. J'ai essayé à chaque fois de vous mettre le maximum de liens. Si vous voulez creuser des sujets, aller plus loin, vous pourrez du coup vous renseigner par la suite. Et puis à la fin du webinaire, évidemment, un temps de questions-réponses pour répondre à toutes les questions qui auront été posées via le chatter. Donc si on commence pour savoir qu'est-ce qu'est un emballage en plastique rigide. Alors il faut savoir qu'il n'existe pas de définition normée de ce qu'est un emballage rigide. En fait, c'est le comportement lors des étapes de tri et de recyclage qui va déterminer est-ce qu'un emballage est plutôt rigide ou plutôt souple. On pourrait être tenté de dire si mon emballage a une épaisseur supérieure à 250-300 microns, alors c'est un emballage rigide, mais c'est vraiment pas une caractéristique suffisante. Et c'est vraiment le comportement lors des étapes de tri et de recyclage qui va définir cette catégorie. On voit qu'il y a 2 grandes familles d'emballages rigides. D'une part, il y a les bouteilles et flacons, et de l'autre, il y a ce qu'on appelle les autres rigides, donc les pots, les barquettes, les tubes, les boîtes. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi il y a cette distinction entre ces éléments, mais globalement, du coup, aujourd'hui, on va vraiment parler bouteilles, flacons, pots, barquettes, tubes, boîtes, donc tous ces emballages rigides-là. Si maintenant on regarde du coup le gisement de ces emballages en plastique rigide en France. Donc au niveau des emballages qui sont mis sur le marché, donc ça ce sont les chiffres de 2018, nous ce qui nous intéresse aujourd'hui ce sont les plastiques et on voit qu'il y a environ 1,2 milliers de tonnes de plastique qui sont mis sur le marché chaque année et on retrouve cette distinction entre bouteilles et flacons et autres emballages plastiques, sachant qu'ici les autres emballages plastiques, il faut faire attention, c'est à la fois les autres rigides, donc les pots, les barquettes, les boîtes, les tubes, mais également les plastiques souples. Sur ces 5 millions de tonnes d'emballages qui sont mis sur le marché, donc tous matériaux confondus, aujourd'hui on a 3,5 millions de tonnes qui sont recyclées, donc à peu près 70%. 1 million qui est valorisé énergétiquement et 0,5 million qui sont enfouis. L'objectif, c'est quoi? Évidemment, c'est le zéro décharge, donc c'est de ne plus avoir à enfouir des emballages. Pour les emballages qui ne sont pas recyclables, essayer de les valoriser avec le meilleur rendement et évidemment essayer de recycler le maximum de ces emballages. Si maintenant on fait un focus un peu plus sur les plastiques, donc on a vu que le taux de recyclage global pour tout matériau confondu, il était d'à peu près 70%. Maintenant, si on regarde sur les plastiques, on voit qu'on est seulement à 26,5%, avec une différence entre les bouteilles et les flacons. Donc les bouteilles et flacons qui sont à 58% et les autres emballages en plastique qui sont à 4%. Cette différence, elle est assez notable, mais vous allez comprendre après pourquoi ça vient aussi des consignes de tri et des filières qui sont en place. Donc, on détaillera tout à l'heure.
Donc vous l'aurez compris, le but aujourd'hui c'est quoi? C'est vraiment d'essayer d'éco-concevoir les emballages en plastique pour essayer de pouvoir les recycler plus facilement et mieux, et du coup vraiment de doubler ce taux de recyclage pour les plastiques. Donc ces plastiques, ces emballages en plastique rigide, comment ils sont recyclés? Alors vraiment la première étape, c'est le geste du tri du consommateur. C'est vraiment l'élément très très important, et c'est cet élément-là, c'est ce geste qui va lancer du coup toutes les étapes d'après. Sans ce geste de tri, on peut pas, l'emballage ne sera jamais recyclé. Donc une fois que... Oh, petit problème. Excusez-moi. Hop. Donc une fois que l'emballage est trié, ensuite et le geste de tri est fait par le consommateur, l'étape d'après c'est la collecte. Donc il y a des camions qui vont venir récupérer du coup les bacs de tri, souvent des bacs jaunes. Ces emballages du coup après vont partir en centre de tri. Donc les emballages vont être triés par taille, par forme, par matière et par couleur. Et du coup, ces balles après de matière qui sont triées par matière vont être envoyées du coup chez les recycleurs. Donc il y aura des balles de PET qui partiront chez des recycleurs de PET, des balles d'aluminium chez des recycleurs d'aluminium, etc., etc. Alors je vous ai mis une petite vidéo, vous pourrez la regarder. Du coup, on va détailler toutes les étapes de collecte, de tri et de recyclage. On la regarde pas aujourd'hui, mais ça vous permettra, quand vous auriez toutes les explications, d'avoir une image un peu plus précise de tout ce que j'ai, et d'illustrer tout ce que j'ai dit. Donc on a dit que la première étape, c'était la collecte des emballages. Donc comment ça marche? Si on regarde un peu plus près. Donc on voit le vert est à part, et il nous concerne pas dans le cadre de ce webinaire. Donc historiquement, les consignes nationales de tri, c'était donc de trier les emballages en papier carton, en acier, en aluminium, et les bouteilles et flacons uniquement pour les emballages en plastique. Les autres emballages du coup en plastique, donc les pots, les barquettes, les boîtes, etc., allaient dans les ordures ménagères. Aujourd'hui, en France, il y a un vaste plan qui est appelé l'extension des consignes de tri, qui consiste en fait à étendre les consignes de tri à tous les emballages en plastique. C'est-à-dire qu'en fait, tous les emballages en plastique, ils pourront être mis dans le bac de tri, dans le bac jaune, et pas uniquement les bouteilles et flacons. Donc vous comprenez maintenant tout à l'heure pourquoi il y avait cette distinction entre emballages rigides, bouteilles et flacons d'un côté, et les autres emballages rigides de l'autre. Cette extension des consignes de tri, elle a pour but premier de simplifier le geste de tri du consommateur. Donc en fait, l'étape de tri, elle est plus faite par le consommateur, mais elle est faite par les centres de tri. Donc du coup, il faut faire vraiment attention au changement de promesse en fait que ça implique. C'est qu'avant l'extension des consignes de tri, tout ce qui était mis dans le bac de tri était recyclé. Et après l'extension des consignes de tri, tout ce qui est mis dans le bac de tri est valorisé, mais pas forcément recyclé. En fait, les emballages qui ont une filière de recyclage seront recyclés, et les emballages qui n'en ont pas seront valorisés énergétiquement. Donc le tri sera vraiment fait au niveau du centre de tri. Ce plan d'extension des consignes de tri, il a commencé en 2012 avec des phases pilotes, et il se poursuit depuis. Aujourd'hui, il y a plus de 40% des Français qui peuvent trier tous les emballages dans le bac de tri. Il y a encore 60% des Français qui sont avec les consignes historiques, c'est-à-dire uniquement les bouteilles et flacons en plastique à mettre dans le bac de tri. L'objectif, c'est de couvrir l'ensemble du territoire fin 2022. Donc du coup, il faut bien comprendre en fait qu'on est dans une phase de transition aujourd'hui, et c'est pour cela que les consignes du coup peuvent varier localement, et que parfois on s'y perd un peu. À partir de fin 2022, du coup, ce sera beaucoup plus simple, car toute la France bénéficiera de cette extension de consignes de tri. L'extension des consignes de tri, elle prend du temps, car en fait, ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est qu'il faut moderniser les centres de tri pour qu'ils soient capables du coup de capter tous ces tonnages supplémentaires d'emballage plastique qui sont désormais triés par les Français. Donc une fois que l'emballage a été trié, qu'il est collecté, il arrive du coup après, qu'il a été jeté, qu'il a été collecté, il arrive après en centre de tri. Donc je vous ai mis du coup le parcours type dans un centre de tri. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les grandes étapes. Donc il y a tous les emballages qui arrivent du coup en centre de tri. La première étape, c'est un tri balistique.
Donc les emballages sont triés par taille et par forme 3 dimensions. Donc par taille, c'est les emballages, ils passent à travers ce qu'on appelle un trommel. Donc c'est une sorte de gros tambour d'une machine à laver avec des trous et qui tourne. Et du coup, tous les emballages qui sont trop petits tombent à travers ces trous et partent en ce qu'on appelle des refus. Pourquoi les petits éléments sont écartés? Parce que parmi ces petits éléments, on retrouve des éléments qui peuvent être dangereux, notamment pour les opérateurs de tri qui travaillent dans les centres de tri. Donc ça peut être des rasoirs, des seringues, ce genre de choses. Donc clairement, on n'a pas envie de se retrouver avec ce genre de petits éléments à la fin. Donc du coup, les petits éléments sont écartés dès le début. Ensuite, il y a un tri des métaux. Le tri des métaux, c'est à la fois des courants de Foucault qui permettent de capter tout ce qui est emballage en aluminium et éléments métalliques, éléments aluminium, et des aimants qui permettent de capter tous les aciers. L'étape d'après, du coup, c'est le tri optique. Donc ça, c'est une des étapes qui est vraiment importante pour les plastiques. C'est un tri infrarouge qui va détecter l'emballage et qui est capable de dire de quelle matière ou de quelle résine il s'agit. Donc ça va être capable, par exemple, de détecter un PET par rapport à un BP. Et ça va du coup permettre d'orienter l'emballage vers la bonne filière de recyclage. Donc si le tri optique n'arrive pas à détecter la matière, bah, du coup l'emballage ne pourra pas être orienté vers la bonne filière et on verra des exemples tout à l'heure qui montrent que ça peut vraiment être problématique et empêcher le recyclage de certains emballages en plastique. L'étape d'après, du coup, c'est un tri manuel. Donc, il y a des opérateurs qui travaillent dans les centres de tri pour vérifier, contrôler et affiner aussi la qualité du tri. C'est-à-dire pour retirer les éléments perturbateurs qui seraient passés dans les mailles du filet. Et enfin, du coup, la dernière étape qui est la mise en balle. Donc, quand les emballages sont bien triés par flux, ils sont compactés et ça permet du coup de les transporter et de les envoyer chez les recycleurs. Et du coup, on a également des refus, donc des emballages qui ne sont pas recyclables et qui ne pourront pas partir chez les recycleurs. Donc en sortie de centre de tri, du coup, on se retrouve avec 8 flux triés plus les refus avant l'extension des consignes de tri. Et du coup, l'extension des consignes de tri, parmi ces 8 flux triés, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les flux plastiques. Il y en avait 3. Donc il y avait les bouteilles et flacons en PET clair, les bouteilles et flacons en PET coloré et les bouteilles et flacons en PE et PP. Donc on voit avant l'extension des consignes de tri, donc uniquement les bouteilles et flacons. Maintenant, si on regarde après l'extension des consignes de tri, bah, du coup, on se retrouve avec ces filières-là, donc ces filières d'emballage rigide, on fait toujours ces mêmes matières, PP, PE et PET, mais on voit que du coup, il n'y a plus uniquement les bouteilles et flacons, mais il y a aussi les autres rigides, donc les barquettes, les tubes, les pots, etc. Donc pour ces emballages-là, il y a des filières de recyclage mécanique qui existent ou qui sont en cours de création ou de consolidation. Ensuite, pour les emballages en PS, j'en parle pas, il y aura une slide dédiée pour ces emballages-là qui sont un peu particuliers. Et enfin, du coup, bah, tous les autres emballages en plastique, donc c'est-à-dire les emballages en plastique d'une autre résine qui sont complexes ou multicouches, bah, ils ne pourront pas intégrer les filières de recyclage, ils n'ont pas de filière de recyclage. Et du coup, ils seront valorisés énergétiquement. Donc, il y a 2 modes de valorisation énergétique qui existent, donc le CSR et l'incinération à haut rendement. Et enfin, du coup, j'attire votre attention sur le PVC. Le PVC, il n'a pas de filière de recyclage, mais en plus, il n'a qu'un seul mode de valorisation énergétique. Il ne peut pas être valorisé par CSR à cause du chlore qu'il libère lors de la combustion. Donc, clairement, le PVC est vraiment un élément à éviter. Donc maintenant qu'on a du coup nos balles de plastique, elles partent du coup chez les recycleurs, donc des recycleurs de plastique qu'on appelle les régénérateurs. Et du coup, je vous ai mis les premières étapes, le parcours type du recyclage mécanique des plastiques chez un régénérateur. Donc, quand les balles arrivent du coup chez les régénérateurs, elles sont défaites, donc c'est le délitage des balles. Ensuite, il va y avoir de nouveau du tri optique et des métaux, donc exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire des étapes de tri supplémentaires en fait pour encore affiner la qualité de la balle qui provient du centre de tri. Donc jusqu'à cette étape-là, on est encore sous la forme d'emballage et c'est du coup à l'étape de broyage où l'emballage est réduit en paillettes, donc des petits morceaux de plastique de 5 à 12 mm à peu près. Donc là, on se retrouve à partir de là, on est sous forme de paillettes. Donc après, il y a une étape de lavage. Donc c'est pour ça qu'on dit que la consigne, c'est de ne pas laver les emballages avant de les jeter. Parce qu'en fait, dans tous les cas, chez le régénérateur, il y a une étape de lavage qui permet d'enlever tout ce qui est résidus alimentaires ou autre.
Donc, en fonction des filières, les conditions de lavage ne sont pas les mêmes. Elles sont adaptées, les régénérateurs les ont adaptées en fonction des matériaux pour que le process fonctionne au mieux. Donc, par exemple, pour le PET, c'est un lavage à chaud, donc à peu près 60-80 degrés avec de la soude, alors que pour les filières du PE et du PP, c'est un lavage à froid, enfin à température ambiante. Le lavage, il a aussi pour rôle de séparer certains éléments, comme par exemple les étiquettes, en fonction de la colle que vous allez mettre dessus entre l'étiquette et l'emballage. Si la colle est hydrosoluble, ça va permettre de la détacher de l'étiquette. Ensuite, l'étape d'après, du coup, c'est la flottaison. La flottaison qui permet de séparer de nouveau des matières, des résines par densité. Donc ça, c'est vraiment une notion très importante à comprendre parce que derrière, il y a beaucoup de recommandations d'éco-conception qui en découlent. Suivant la densité du matériau, du coup, on va pouvoir séparer des matériaux. Donc, un exemple pour que ce soit plus concret, si on prend une bouteille en PET avec un bouchon en PP. Le PET, il a une densité supérieure à 1, donc il va couler. Et le PP, il a une densité inférieure à 1, donc il va flotter. Et donc, du coup, le régénérateur, en fonction de ce qu'il veut recycler, il va pouvoir récupérer soit le surnageant, soit le coulant, et du coup, recycler la matière. Donc, ça permet vraiment de séparer des matières ou des résines. Ensuite, dans certains cas, si on veut affiner encore plus la pureté de la matière, il peut y avoir une étape de tri optique sur paillettes. Donc, c'est le même tri optique que précédemment, sauf que précédemment, c'était sur l'emballage au global, alors que là, c'est sur chaque paillette. Donc ça peut être utilisé. Par exemple, j'ai des recycleurs qui veulent avoir de la matière recyclée apte au contact alimentaire en sortie. Et où, du coup, il faut vraiment une qualité très pure de matière en entrée. Et du coup, on en a fini avec toutes ces étapes en fait vraiment qui sont du tri, qui permettent d'affiner toujours plus la qualité de la matière. Et on arrive du coup à la phase d'extrusion-granulation, qui est du coup une étape où du coup on vient chauffer la matière, la faire passer à travers une extrudeuse pour former des petites granules de matière recyclée. Donc, si vous voulez un peu plus de détails sur des perturbateurs, qu'est-ce qui se passe un peu plus sur chaque étape, vous avez le guide du Cotrep, on en reparlera tout à l'heure, mais qui vous donnera un peu plus de détails sur chaque étape. Du coup, une fois qu'on a cette matière recyclée, qu'est-ce qu'on en fait? Suivant les matériaux et les filières, du coup, on va pas forcément avoir les mêmes débouchés. Donc, par exemple, la seule filière qui permet d'avoir une matière recyclée qui est apte au contact alimentaire, c'est la filière du PET clair. Donc, ça veut dire qu'avec du PET clair recyclé, on va pouvoir refabriquer de l'emballage. Globalement, sinon, avec du PET, que ce soit avec du PET clair ou du PET coloré, on peut refaire souvent de la fibre textile, par exemple. Et avec du PEHD ou du PP, on va pouvoir fabriquer des tuyaux, des mandrins, des objets extrudés, etc. Donc le but, c'est vraiment de donner une seconde vie aux emballages et de faire en sorte que du coup, on n'utilise pas ou moins de matière vierge pour fabriquer ces éléments et ces objets. Alors, je reviens rapidement sur le cas du PS. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un cas un peu particulier. Donc, le PS, c'est 104 000 tonnes en 2018 mises sur le marché. C'est beaucoup des pots, des barquettes, notamment les pots de yaourt, par exemple, ou des barquettes d'agroalimentaire. Il y a un gisement qui est quand même assez hétérogène. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de densités différentes. On a vu que la densité, c'était un paramètre qui était assez important dans les plastiques. Donc, du PS, XPS, PSE, etc. Différentes propriétés, choc, vase cristal. Donc, avant l'extension des consignes de tri, le PS il n'était pas collecté. Après l'extension des consignes de tri, il est collecté, il est trié. Et du coup, en 2020, aujourd'hui où on en est, il n'y a pas de filière de recyclage mécanique en France, mais il y a du recyclage mécanique avec 2 partenaires en Europe, donc en Espagne et en Allemagne, qui recyclent du coup le PS. Mais par contre, le XPS et le PSE sont retirés en centre de tri. Le problème, la difficulté majeure avec cette filière, c'est qu'en fait les débouchés ont une faible valeur ajoutée. Ça va permettre par exemple de fabriquer des cintres, des pots de fleurs. Voilà, donc c'est une valeur ajoutée assez faible. Donc clairement, il faut essayer de faire des progrès sur le recyclage mécanique. Par exemple, on pourrait essayer en optimisant la qualité de la matière recyclée pour du coup permettre des applications à plus haute valeur ajoutée. Ça permettrait aussi d'ailleurs de préparer la matière au recyclage chimique. Donc ça, c'est une deuxième solution avec de la R&D qui est en cours. Donc le recyclage chimique, il semble prometteur pour cette résine plastique. Il y a plusieurs projets de R&D qui sont en cours et qui continuent. Donc suivant les projets, certains traitent uniquement le PS, d'autres le PS, le PSE, le XPS. Et pour chaque projet, les débouchés sont assez variés.
Dans tous les cas, en ce moment, c'est au stade de démonstrateur, il n'y a pas encore c'est pas encore mature et le modèle économique est à construire. Et en parallèle de ça, du coup, il y a des projets d'éco-conception aussi. Donc, soit trouver des alternatives au PS, donc fabriquer des emballages en PS dans d'autres matériaux, soit travailler sur des emballages 100% PS, qui est aussi un autre projet d'éco-conception, pour du coup purifier le flux et maximiser la concentration de PS pour du coup optimiser les coûts. Donc on voit qu'en fait sur le PS, il y a plusieurs alternatives possibles et CTO travaille du coup avec les parties prenantes sur toutes ces alternatives-là pour essayer de consolider la fin de vie des emballages en PS. Voilà, donc là on a fini sur vraiment le process de collecte, tri et recyclage. Et maintenant, on va venir du coup sur la partie améliorer la recyclabilité, donc les pistes d'éco-conception. Donc, juste pour vous rappeler, aujourd'hui, on va se focaliser sur améliorer la recyclabilité, mais c'est pas du tout la seule action d'éco-conception qu'il y a à mener sur les emballages en plastique rigide. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on fait un focus vraiment sur la recyclabilité. Donc, pour les emballages en plastique, il y a 3 règles d'or pour la recyclabilité. La première, c'est de choisir un matériau pour le corps de l'emballage qui dispose d'une filière de recyclage. Donc on l'a vu, les filières de recyclage, c'est le PP, le PET, le PE et puis le PS un peu plus incertain. Donc vraiment essayer de choisir une de ces matières si on veut que du coup l'emballage puisse intégrer une filière de recyclage. Ensuite, la deuxième règle, c'est de tendre vers un emballage qui est constitué d'un seul matériau ou d'une seule résine plastique. Donc là, les questions à se poser, ça va être par exemple, un emballage multicouche, est-ce que mon emballage est multicouche? Est-ce qu'il a une barrière et qui est compatible? Et est-ce que s'il y a plusieurs résines, elles seront séparables, par exemple par densité ou un autre process? Donc en fait, il faut vraiment garder en tête que les filières de recyclage, elles ont été construites dans le but de recycler une matière. Donc pour avoir une bonne qualité de matière recyclée en sortie, il faut avoir la meilleure qualité en entrée et du coup éviter vraiment tout ce qui est multicouche, tout ce qui est résine, enfin voilà, les blends de matière, etc. Tous ces emballages-là, soit ils vont perturber la filière, soit ils partiront carrément en refus et ne pourront pas intégrer de filière de recyclage. On verra des exemples après pour illustrer. Et enfin, un dernier point, c'est privilégier les éléments associés qui ne perturbent pas le recyclage. Donc les éléments associés, c'est quoi? C'est tous les petits éléments, donc les opercules, les étiquettes, les bouchons, les pompes, encre, colle, etc. Donc il faut faire attention c'est vraiment des règles d'éco-conception et des choix de conception qui vont permettre du coup d'améliorer la recyclabilité des emballages et de faire en sorte que tous ces éléments associés ne viennent pas perturber le recyclage du corps de l'emballage. Il faut vraiment garder en tête aussi que ce qu'on veut, c'est vraiment recycler le corps de l'emballage, c'est vraiment l'objet qui a du coup le poids matière le plus important, et du coup c'est vraiment cette partie-là qu'on veut recycler. Les éléments associés ne sont pas toujours, et la plupart du temps, pas recyclés. On verra aussi des exemples pour que ce soit un peu plus concret. Quelques exemples d'emballages qui sont à proscrire par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc on vient de dire qu'il fallait choisir un matériau qui dispose d'une filière de recyclage. Donc si on prend par exemple une barquette en PVC, on a vu que le PVC n'avait pas de filière de recyclage, donc clairement cet emballage-là ne sera pas recyclable. En deuxième, on a vu qu'il fallait tendre vers un emballage qui soit constitué d'un seul matériau ou d'une seule résine plastique. Donc si on prend par exemple un tube en PE avec une barrière aluminium, c'est un multicouche, il n'y a pas une seule résine, il n'y a pas un seul matériau, et du coup, il ne pourra pas intégrer non plus les filières de recyclage. Donc, il vaut mieux privilégier une barrière EVOH qui, pour le coup, est compatible avec la filière PE. Et enfin, si on prend un manchon en PVC sur une bouteille en PET, on a dit qu'il fallait privilégier les éléments associés qui ne perturbent pas le recyclage, et clairement, c'est un élément qui perturbe le recyclage. On parlera un peu plus des manchons aussi tout à l'heure. Donc voilà, ça vous donne les trois grandes règles à avoir en tête. Donc à date, pour savoir si vos emballages sont recyclables ou pas, vous avez un premier outil qui s'appelle Tri, qui est disponible du coup en ligne et qui vous permet de tester la recyclabilité de vos emballages et de vous donner une photo à date et du coup de vous permettre de travailler pour améliorer la recyclabilité de vos emballages.
Et enfin, il y a un deuxième outil qui est vraiment très important aussi, c'est le guide du COTREP sur la recyclabilité des emballages en plastique. C'est un peu la bible de la recyclabilité des emballages en plastique qui vous donnera du coup toutes les meilleures recommandations et beaucoup d'explications sur la recyclabilité des emballages en plastique. Donc maintenant, là on a vu vraiment les grandes règles générales, on va voir quelques enjeux communs à tous les emballages rigides, qu'ils soient en PET, en PE ou en PP. Donc le premier enjeu, ce sont les emballages sombres. Les emballages sombres qui sont très présents dans certains secteurs. Donc ces emballages sombres, ils sont obtenus la plupart du temps grâce à des solutions colorantes qui peuvent contenir des pigments comme le nord de carbone. Ces emballages, le problème, c'est parfois ils ne sont pas détectés par le tri optique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le pigment il va absorber le rayonnement infrarouge et du coup, ça ne permet pas à l'emballage d'être identifié en centre de tri. Et du coup, s'il n'est pas identifié en centre de tri, il ne peut pas être orienté vers sa filière de recyclage. Donc c'est vraiment une problématique de tri optique. Donc le CITEO et plus largement le COTREP ont travaillé du coup sur cette thématique pour développer le recyclage des emballages sombres et améliorer ce tri optique. Donc, il y a une méthode de test standardisée qui a été mise en place avec 2 fabricants de machines de tri optique pour tester du coup la détection des emballages sombres. Donc, cette méthodologie, le protocole, etc., tout est disponible sur le lien, sur le site que je vous ai mis du coup dans la slide. Le but, c'est vraiment d'arriver à identifier, valider et partager les solutions colorantes alternatives qui fonctionnent. Donc, il y a une liste aussi des solutions déjà validées à date qui sont également présentes sur ce site. Ensuite, le deuxième enjeu dont on va parler, c'est l'association plastique-métal. Donc, on va parler quand on a un emballage en plastique avec soit des éléments associés, soit une barrière en métal. Donc, des éléments associés en métal, ça peut être par exemple un opercule aluminium sur un pot ou une barquette. Et une barrière en métal, c'est par exemple le tube qu'on a vu tout à l'heure, le tube PE-ALU. Il faut savoir que globalement, le métal ne fait jamais bon ménage dans les filières plastiques et globalement, les régénérateurs vont vraiment essayer à tout prix de séparer ces éléments métalliques et éviter qu'ils arrivent en fin de process. Sinon, il y aura à la fois des perturbations sur la qualité de la matière recyclée. Donc, par exemple, le régénérateur n'a pas envie de se retrouver avec des inclusions d'aluminium dans son plastique recyclé. Et il peut aussi y avoir des problèmes de process, donc ça va entraîner plus d'arrêts de machines, etc., donc des coûts supplémentaires. Donc vous verrez donc le but c'est vraiment d'éviter ces éléments métalliques dans les emballages en plastique, et du coup vous verrez dans les recommandations du COTREP, je vous ai remis le guide du COTREP, vous verrez que le métal apparaît assez souvent en rouge, donc élément non désiré, dans ce guide. Et enfin, le dernier élément dont on va parler rapidement, ce sont les étiquettes. Donc les étiquettes qui sont apposées sur les emballages. Donc en général, ces éléments, ce sont des éléments qui contiennent les encres, des colles, etc. Donc le but, ça va vraiment, c'est un élément associé, et le but, ça ne va pas être de le recycler. Le but, ça va être, on ne peut pas le recycler en mélange avec le corps, parce que si on le recycle en mélange avec le corps, ça veut dire que ça va dégrader la qualité de la matière recyclée, parce qu'on va se retrouver avec des encres, de la colle, etc. dans la matière recyclée. Donc le but, ça va toujours être de séparer l'étiquette de l'emballage. Et du coup, c'est pour ça qu'il en découle des règles d'éco-conception. Donc suivant l'emballage que vous avez, il faut choisir le matériau, la colle, les encres, etc. qui vont bien pour ne pas perturber le recyclage du corps de l'emballage. Les principales problématiques pour les étiquettes, ça peut être une problématique de tri. Donc suivant le taux de couverture de l'étiquette, si l'étiquette est trop grande, et suivant la matière de l'étiquette, il peut y avoir un problème potentiel de détection en tri optique. Et enfin, il y a aussi des problèmes de recyclage, donc suivant les encres et les colles qu'on utilise. Par exemple, si on utilise une encre qui dégorge dans les eaux, ça peut polluer les bains de lavage, les eaux de lavage. Donc ça, c'est au niveau du process qui a un impact. Et pour la colle, vu que le but c'est de séparer, il va falloir essayer d'utiliser des colles hydrosolubles pour que du coup l'étiquette puisse se détacher de l'emballage lors du lavage. Donc voilà, il y a aussi des recommandations sur les étiquettes dans le guide du COTREP, elles sont en train d'être mises à jour, donc vous aurez un peu plus d'informations
dans les semaines et mois qui viennent. Clairement, les étiquettes, c'est un sujet assez vaste. On pourrait faire un webinaire à part entière sur le sujet. Et le dernier enjeu commun du coup à tous les emballages rigides, c'est l'éco-ancrage. L'éco-ancrage qui consiste en fait à réduire la quantité d'encre qui est déposée sur l'emballage en appliquant des règles simples et sans diminuer l'impact visuel des créations. Donc je vous recommande vivement, si vous avez beaucoup de décors, etc., à regarder ce guide pour vous inspirer pour vos créations. Donc maintenant, on va faire un petit zoom sur les bouteilles et flacons en PET et après, on fera un zoom un peu sur les pots et barquettes. À chaque fois, comme je vous l'ai dit, on ne va pas rentrer en détail. C'est juste pour vous expliquer dans les grandes lignes quelles sont les problématiques et les enjeux. Pour les bouteilles et les flacons en PET, on va parler des manchons et du PET opaque. Donc pour les manchons, je vais prendre l'exemple des bouteilles PET, mais vraiment la problématique et le raisonnement sont assez similaires sur des bouteilles et flacons en PEHD. Mais par manque de temps, du coup, on va prendre l'exemple du PET. Donc, un manchon, c'est quoi? C'est un décor en plastique qui épouse la forme de l'emballage. Donc, c'est un peu comme une étiquette, à la différence que la particularité, c'est qu'il n'y a pas de colle. Donc, le manchon, soit il est thermorétractable, soit il est étirable, et vraiment, il épouse la forme de la bouteille. Donc, aujourd'hui, les bouteilles manchonnées, elles sont mal recyclées en Europe. Il y a plusieurs problématiques. La première, c'est au niveau du tri. Le manchon, en fait, il peut empêcher la bonne détection de l'emballage suivant son taux de couverture, suivant son épaisseur, suivant le taux d'ancrage sur le manchon. Et du coup, la majorité des bouteilles manchonnées, en fait, partent aujourd'hui en refus. Maintenant, les problématiques au niveau du recyclage, c'est donc pour le peu de bouteilles avec manchon qui arrivent chez les recycleurs, il y a seulement 2 recycleurs qui sont équipés pour retirer les manchons. Et du coup, si le manchon arrive jusqu'à l'étape de broyage, donc il va être broyé avec la bouteille. On va se retrouver avec des paillettes de bouteille et des paillettes de manchon. Et si on n'arrive pas à séparer ces 2 éléments par flottaison, bah, du coup, les paillettes de manchon peuvent poser problème. Et du coup, il peut y avoir soit une dégradation de la qualité de la matière recyclée, soit des problèmes de process. Donc, si on prend l'exemple des manchons en PETG sur une bouteille en PET, au niveau des problèmes de process, bah, si le PETG a une température de fusion qui est plus basse que le PET, et du coup, quand on va sécher la matière, bah, le PETG va fondre, il va devenir visqueux, ça va s'agglomérer, et ces petits agglomérats, ils peuvent obstruer la canalisation. Et au niveau du coup de la qualité de la matière recyclée, toujours dans le cas si on prend un manchon en PETG, bah, si le PETG arrive à la fin du process, bah, il peut provoquer un jaunissement de la matière recyclée et donc diminuer la qualité de la matière. Alors nous on se dit que c'est dommage parce que le manchon, en fait, il pourrait aider à améliorer le recyclage des bouteilles. Parce que déjà, un manchon, ça veut dire qu'il n'y a pas de colle, donc ça veut dire que ça améliore la qualité, ça peut améliorer la qualité de la matière recyclée. Et en plus, du coup, le manchon, du coup, qui contient toutes les encres et tous les décors, si on arrive à le retirer avant le recyclage, vu que la bouteille dessous est en PET clair sans impression directe, ça va aussi permettre d'avoir une qualité de matière qui est plus pure en entrée et donc plus pure en sortie, et notamment permettre d'avoir une matière recyclée qui est apte au contact alimentaire. Donc du coup, on essaie de trouver des solutions. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas une solution parfaite, idéale pour ce sujet des manchons. Il y a quand même des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est quoi? C'est essayer d'améliorer l'efficacité du tri en utilisant des manchons partiels, c'est-à-dire des manchons qui ne recouvrent pas toute la surface de l'emballage. C'est aussi utiliser des manchons fins, donc d'une épaisseur inférieure à 60 microns pour aussi améliorer l'efficacité du tri. Alors, utiliser des manchons qui flottent, parce que comme le PET a une densité supérieure à 1, il coule, et du coup, si on prend un manchon qui a une densité inférieure à 1 qui flotte, on pourra le séparer des paillettes de bouteilles. Et enfin, une impression qui ne dégorge pas dans l'eau, à la fois pour des problèmes de process et aussi éviter de polluer la matière recyclée, donc avec des encres du coup qui restent sur le manchon et qui ne partent pas dans le process. On nous pose souvent la question de quelle matière utiliser. Clairement, la pire des solutions, c'est le PVC. Ensuite, pour toutes les
Toutes les autres matières, en fait, dans tous les cas, la matière n'est pas suffisante pour permettre le recyclage de la bouteille. Donc, en fait, la première question, la question qu'on se pose en ce moment, c'est plutôt une question de conception. Donc, il y a deux pistes solutions. La première, qui existe déjà et qui fonctionne, c'est utiliser un manchon partiel en PE ou en PP, parce que du coup, partiel, du coup, il va améliorer l'efficacité du tri. Et vu qu'il est en PE ou en PP, du coup, la densité est opposée à celle du PET et du coup, on va pouvoir les séparer par flottaison. Et ensuite, la deuxième piste, qui est du coup la perforation pour être arraché en centre de tri, c'est vraiment de la conception. Il y a 2 projets de R&D qui sont en cours sur ces sujets-là et le but de ces 2 projets, c'est vraiment d'essayer de trouver une solution de conception pour que le manchon puisse être retiré soit dans le centre de tri, soit au recyclage. Le but n'est pas c'est pas une perforation pour que le consommateur le retire. Du coup, du moins, c'est pas du tout le but premier parce que si c'est le consommateur qui le retire, il y a des risques du coup de déchets sauvages. Et puis tous les consommateurs ne feront pas ce geste-là. Donc voilà, le but c'est vraiment de l'arracher soit en centre de tri, soit en recyclage. Donc ça, c'était le premier enjeu. Il y a pas mal de travaux sur ces sujets-là. Le deuxième, c'est le PET opaque. Donc, le PET opaque, c'est un PET auquel on ajoute des charges minérales ou opacifiants minérales. Un exemple qui est connu, c'est la bouteille de lait, dans laquelle c'est du PET avec de l'oxyde de titane. Et en PET opaque, on trouve aussi des bouteilles d'huile, de yaourt, des emballages non alimentaires comme la lessive ou les assouplissants. Donc, pourquoi aujourd'hui le PET opaque, c'est un sujet de recyclage? À date, en fait, les emballages en PET opaque, ils sont triés et recyclés en mélange avec le PET coloré, donc dans la filière du PET coloré. Et le principal débouché pour cette filière, c'est la production de fibres synthétiques. Entre 2013 et 2017, il y a eu vraiment une montée en puissance de ces emballages en PET opaque, avec un taux de PET opaque dans le flux de PET coloré en sortie de centre de tri, qui est passé de 6% en 2013 à 12% en 2017 en moyenne, et avec des pointes qui sont parfois supérieures à 20% d'une balle à l'autre. Donc, le problème, c'est qu'en fait, on peut incorporer jusqu'à 15% de PET opaque dans la filière du PET coloré sans qu'il y ait de problème. Si on dépasse cette limite des 15%, la qualité de la matière recyclée, elle diminue. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les opacifiants minéraux, ils peuvent boucher le procédé de production de fibres et la fibre, en fait, elle devient cassante. Donc au-delà de 15% de PET opaque, la matière recyclée, en fait, elle ne peut plus être utilisée par les producteurs de fibres et du coup, on ferme des débouchés. Donc, suite à cette alerte, il y a eu un plan d'action chez Citeo qui a été mis en place. La première action, ça a été de demander aux clients de ne pas augmenter significativement les quantités d'emballage en PET opaque qui sont mis sur le marché avant d'avoir trouvé une solution. Il y a un malus qui a été mis en place sur les emballages rigides en PET opaque lorsque le taux d'opacifiant dépasse 4%. Et du coup, en parallèle de ça, il y a eu plusieurs projets qui ont été menés. Donc déjà, il y a eu des projets d'éco-conception. Donc ces projets d'éco-conception, ils visaient essentiellement à diminuer le taux d'opacifiant qui était utilisé et quand le cahier des charges fonctionnel le permettait, à supprimer les opacifiants ou bien à trouver des alternatives à ces opacifiants. Il y a eu également, du coup, des projets de recyclage qui visaient dans un premier temps à trouver des solutions pour pallier justement à ces pics de PET opaque au-dessus de 15% qui arrivaient chez les recycleurs. Donc dans le lien que je vous ai mis dans les slides précédentes, il y a une vidéo qui vous explique un peu plus cette solution et puis le PET opaque en général. Aujourd'hui, les recycleurs ont appris à travailler les quantités actuelles de PET opaque. Il y a un nouvel équilibre qui a été trouvé avec le marché qui s'est stabilisé. Et du coup, le PET opaque aujourd'hui est recyclé dans la fibre. En parallèle, du coup, il y a un travail sur les débouchés qui est réalisé avec du coup la création progressive d'un flux vraiment dédié de PET opaque. Donc le but en fait c'est que ces balles de PET opaque alimentent 2 filières de recyclage qui ont été mises en place pour ce matériau. La première qui est basée sur du recyclage mécanique et qui permet un retour à l'emballage, des bouteilles blanches alimentaires. Et la deuxième filière qui est basée sur une nouvelle technologie qui est du recyclage chimique et qui permet de fabriquer des parois d'isolation pour le bâtiment.
Donc à date, ces deux filières, elles sont en construction, en consolidation, c'est des process qui prennent du temps. Et du coup, la recommandation actuelle est toujours la même, d'attendre que ces filières soient prêtes avant d'augmenter le gisement des emballages en PET et PET opaque. Et en 2020, normalement, il y aura les premières productions industrielles qui sont prévues sur ces filières. Donc voilà pour le deuxième enjeu, c'était le deuxième enjeu un peu très connu sur les bouteilles et flacons. Maintenant, on vient du coup aux pots et barquettes. Donc pareil, ça va être assez rapide. Le but, c'est de vous donner vraiment les premiers éléments et je vous donnerai après des compléments si vous voulez aller plus loin. Donc au niveau de l'éco-conception des pots et barquettes, les 3 règles d'or restent les mêmes globalement. Il faut choisir pour le corps de l'emballage, c'est-à-dire pour la barquette ou le pot, un monomatériau, monorésine qui dispose d'une filière de recyclage, donc de PP, PE ou PET et PS un peu plus incertain. Au niveau des additifs, les colorants et les éléments associés, ils ne doivent pas impacter les étapes de tri et de recyclage. Donc pour un pot ou une barquette, les éléments associés, ça va être souvent les opercules, les buvards, la colle et l'étiquette, qui du coup ne doivent pas impacter ni le tri ni le recyclage. Toujours la même chose, vraiment la priorité, c'est de recycler l'élément le plus lourd, c'est-à-dire le corps de la barquette ou du pot. Donc on ne va pas chercher à recycler l'opercule, l'étiquette, etc. Au niveau des filières, pour les pots et barquettes, donc du coup on a vu que si on choisissait du PP ou du PET, on aurait du coup du recyclage. Donc pour le PP-PE, du coup ça va être en mélange avec les bouteilles et flacons en PP-PE. Pour le PET, soit ça va intégrer les filières en mélange avec les filières actuelles de bouteilles et flacons, soit ça intégrera du coup des lignes qui seront dédiées aux barquettes, donc des lignes qui sont en cours d'étude et de construction. Donc c'est vraiment les 3 solutions pour avoir des pots et barquettes recyclables. Pour le PS, on l'a vu, c'est un recyclage à développer, consolider. Tous les autres pots et barquettes, donc ce qui est complexe, autres résines plastiques, donc PLA, PETG, PETPE et complexe sans PVC. Il n'y a pas de filière de recyclage, mais du coup ils seront valorisés énergétiquement, donc soit par CSR, combustible solide de récupération, soit par incinération. Et ensuite, toujours pareil, le PVC, donc pour les pots et barquettes PVC et PVC PE, qui du coup n'a pas de filière de recyclage, mais qui en plus n'est pas valorisable énergétiquement par CSR et qui du coup pourra être aussi mis en décharge. Donc clairement, on ne recommande pas l'utilisation de PVC, PVC PE pour les pots et barquettes. Donc maintenant, très rapidement, les recommandations d'éco-conception pour ces pots et barquettes. L'objectif dans tous les cas, ça va être de séparer les éléments associés lors du recyclage de l'emballage. Donc si on prend un pot ou une barquette en PP ou en PE, vous allez voir les recommandations sont très similaires, car les filières sont assez similaires. Donc si pour les opercules, il y a deux possibilités. La première, ça va être d'utiliser un opercule pelable de densité supérieure à 1. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu, le PP il a une densité inférieure à 1. Donc si on prend un opercule qui a une densité supérieure à 1, du coup on pourra séparer le pot et l'opercule par flottaison. Donc ça c'est la première solution. La deuxième solution, c'est d'utiliser un opercule pelable qui soit composé uniquement de PP, PE et OVOH. Alors même si c'est la même matière, il faut garder en tête que cet opercule, dans tous les cas, ne sera pas recyclé non plus. Du moins, le but n'est pas de le recycler non plus. Le but, ça va être de le retirer et dans ce cas précis, il pourra être retiré par aspiration. Et en fait, c'est les résidus de ces opercules. Donc même s'il reste, parce que la séparation n'est jamais faite à 100%, et même s'il reste une petite partie d'opercule qui contient uniquement du PP, PE, VOH, ça sera compatible avec la filière et ça ne posera pas de problème. Donc c'est pour ça que dans le cas du PP et du PE, on a 2 options pour l'opercule. Si vous utilisez du coup des barquettes préformées avec ajout de colle du coup pour assembler l'opercule, il faut faire attention à ce que cette colle elle soit lavable à froid, comme je le disais tout à l'heure. Du coup, que ça va permettre du coup pendant l'étape de lavage de séparer, de détacher du coup l'opercule de la barquette et de faire en sorte qu'il y ait le moins de colle possible ou de résidus sur la barquette et que la barquette soit la plus propre possible entre guillemets pour le recyclage. Maintenant, si on regarde du coup pour la barquette en PET,
Donc le PET qui a une densité supérieure à 1, donc du coup on va essayer d'avoir un opercule qui soit pelable et qui soit de densité inférieure à 1. Même principe pour pouvoir venir les séparer. Dans le cas du PET, on n'a pas l'option opercule pelable en PET, donc c'est pas une bonne idée de faire toute une barquette avec une barquette PET avec un opercule PET. Il y a plusieurs raisons pour ça. Ça pose plusieurs problèmes en recyclage, notamment déjà la filière du PET est beaucoup plus exigeante que celle du PP et du PE, et on veut revenir au contact alimentaire. Donc du coup, il faut vraiment pas qu'il y ait d'encre. Les opercules ont parfois de l'encre. Et il y a aussi un problème au niveau des agents scellants qui sont utilisés sur les opercules, qui ont une température de transformation qui est plus basse que le PET en lui-même. Et ça pose le même problème que ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça peut poser le même problème que ce que je vous expliquais tout à l'heure pour le PETG des manchons. Donc voilà, mais en fait, il y a plusieurs problèmes au niveau de cette solution-là. Donc clairement, la recommandation du COTREP aujourd'hui pour un pot ou une barquette en PET, c'est d'utiliser un opercule pelable qui soit de densité inférieure à 1. Et si vous utilisez une colle entre votre barquette ou votre pot et l'opercule, faire attention à ce qu'elle soit lavable à 80 degrés pour pouvoir détacher les éléments pendant les étapes de recyclage. Donc voilà, donc je suis allée assez vite. Clairement, les pots et barquettes, ça fait l'objet d'un webinaire d'1 heure à part entière. Donc, je vous ai remis le lien de ce webinaire un peu plus expert qui rentre beaucoup plus en détail sur les recommandations d'éco-conception. Vous pourrez aller le voir. Et il y a également un guide COTREP qui est vraiment spécifique aux pots et barquettes et qui, du coup, pourra vous donner beaucoup plus de recommandations de manière beaucoup plus précise sur comment éco-concevoir vos pots et barquettes. Hop. Voilà, donc j'ai fini pour la présentation. Je vais du coup laisser la main à Gauthier qui a dû du coup récupérer toutes vos questions. Oui, tout à fait. Alors, je reprends la main, effectivement. Bonjour à tous, Gauthier Massip, je suis collègue de Chloé dans l'équipe éco-conception chez Citeo. J'ai effectivement pris note de l'ensemble des questions et remarques depuis le début de la session et je vais essayer d'y répondre de manière synthétique et efficace. Alors, la première question portait sur un éventuel guide des emballages recyclables aujourd'hui. Est-ce qu'en 2030, il est prévu d'en avoir un? Alors, je laisserai Léa compléter cette partie sur la partie réglementaire. Mais déjà sur cette question, il faudrait d'abord qu'on remette au clair qu'est-ce qu'on considère comme un emballage recyclable, qu'est-ce que ça veut dire en fait la recyclabilité. C'est un point qui est crucial, effectivement, dans le cadre de la réglementation, mais aussi chez nous, comment on considère un emballage recyclable. Tout est recyclable en théorie et dans l'absolu, tout dépend de l'énergie et des coûts qu'on est prêt à y mettre. Donc là, ce qu'on considère comme recyclable, c'est quand un emballage qu'on collecte, c'est un emballage qu'il y a une filière de recyclage. C'est un petit peu tout ce qu'a pu décrire Chloé dans sa présentation. C'est un emballage qui a des débouchés dans sa matière recyclée. Donc en fait, ce qu'on va considérer comme un emballage recyclable, c'est effectivement un emballage qui est dans les consignes de tri, qui va effectivement avoir une filière de recyclage et pour lequel on va avoir des débouchés pour la matière. Et donc aujourd'hui, il n'existe pas à date un guide des emballages recyclables et peut-être que dans un futur proche ou à moyen terme, peut-être que c'est quelque chose qui pourra être mis en place, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Léa, si tu veux compléter peut-être sur la partie réglementaire sur cette question. Oui, merci Gauthier. Du coup, du fait des objectifs qui sont fixés dans la loi et notamment du 100% de recyclables en 2025 et aussi du travail qui est mis en place aujourd'hui dans le cadre de la stratégie plastique, il y a des réflexions qui se font entre l'ensemble des parties prenantes et je sais que dans le cadre de cette stratégie, c'est Ellipso qui a travaillé aussi avec Citeo et Valorplast sur un document que j'ai fourni au GT emballage, mais que du coup je pourrais renvoyer sans souci et qui présente un petit peu un état des lieux de la recyclabilité des produits alimentaires. Donc je pense que c'est pas un support aussi complet, enfin c'est déjà un support très complet. Après, il n'y a pas la prospective sur le reste des emballages, mais c'est un document qui peut, je pense, être intéressant. Donc, je le transmettrai en même temps que la présentation.
Alors, la question suivante portait sur le chiffre de 70% des emballages recyclés. Il y avait une confusion et une demande de précision. Sur ce point, effectivement, on regarde toujours le taux de recyclage par rapport au tonnage des mises sur le marché. Donc, effectivement, on a 70% des tonnes d'emballages mis sur le marché, tous matériaux confondus, verre, papier carton, métaux, plastique, etc., qui sont effectivement recyclés en fin de vie. C'est tout matériau confondu. Et donc, effectivement, derrière, après, il y avait une confusion avec un chiffre de 20%. Le chiffre pour les plastiques, et le dernier chiffre qu'on a à jour, c'est de 26% des emballages en plastique, des tonnages d'emballages en plastique mis sur le marché qui sont effectivement recyclés. Voilà. Donc, cette précision permet effectivement de bien comprendre que quand on parle de 70%, c'est tout matériau confondu et pas uniquement les plastiques ou les plastiques rigides qui nous intéressaient aujourd'hui. Alors, ensuite, on avait une question sur la consigne pour les souples PP et la peur d'une confusion, notamment dans le cadre de l'extension des consignes de tri. Et effectivement, comme il a été précisé par Chloé, l'extension des consignes de tri change un peu le paradigme en termes de messages et de consignes. On ne dit plus aux gens, vous mettez votre emballage dans votre bac de tri pour qu'il soit recyclé. En fait, vous le mettez parce que c'est un geste et une consigne simple dans le cadre de l'extension. Tous les emballages seront effectivement à mettre dans le bac jaune. Et après, c'est le centre de tri qui effectivement détermine si oui ou non cet emballage a une filière de recyclage et doit être collecté, massifié et envoyé vers des filières de recyclage. Donc, dans le cadre d'un souple PP, la consigne sera ne plus à dire à recycler, mais ça sera à trier ou ça sera un message équivalent. Donc, pour dire aux gens, mettez-le dans votre bac jaune et laissez le centre de tri gérer et déterminer si cet emballage effectivement a une filière de recyclage. Dans le cas d'un souple PP, effectivement, aujourd'hui, la filière de recyclage n'existe pas, mais on demandera effectivement au consommateur de le mettre dans son bac de tri. On a une question également sur la modernisation des centres de tri. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, quand on dit on modernise les centres de tri, ça veut dire qu'on leur donne la capacité d'accueillir et de gérer beaucoup plus de tonnage. Donc, ça veut dire déjà une modernisation des équipements technologiques. Ça veut dire aussi une capacité à notamment accueillir ou gérer des matériaux qui peuvent être potentiellement un peu plus souillés, qui peuvent être éventuellement les souples, etc. Donc, ces matériaux qui se comportent aussi différemment du point de vue balistique, etc. Donc, c'est cette modernisation qui est indispensable pour pouvoir derrière modifier la consigne de tri des emballages au niveau des consommateurs. Mais attention, cette modernisation des centres de tri ne signifie pas qu'on va être capable de tout recycler. Encore une fois, et en parallèle avec la question qui a été posée avant, les souples PP, aujourd'hui, n'ont pas de filière de recyclage. On n'a pas d'industriel qui est capable, effectivement, de récupérer des films en PP pour les régénérer. C'est peut-être une filière qui sera mise en place dans le futur, en tout cas, on l'espère, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, le film est effectivement collecté en bac jaune, mais après, le centre de tri le valorise énergétiquement. Alors, ensuite, j'avais une question à laquelle j'ai répondu directement sur les CSR. On parle beaucoup de CSR. Les CSR, c'est effectivement toute cette fraction d'emballage qui, malheureusement, n'a pas de solution de valorisation matière, donc de recyclage, mais qui, par contre, présente des qualités et des propriétés aptes pour une valorisation énergétique dans des installations industrielles et pas uniquement dans des centres d'incinération. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est un nouveau combustible potentiellement. Si on est capable de trier bien ces matières qu'on envoie en valorisation énergétique, une fraction d'entre elles peut être considérée comme un combustible solide de récupération, est un combustible solide de récupération qui va pouvoir derrière alimenter des fours comme les cimenteries, les verreries qui ont des besoins énergétiques qui sont considérables. Voilà ce que c'est qu'un CSR. Ensuite, on m'a demandé s'il existait un taux de recyclage par type de plastique. Alors aujourd'hui, non. Les deux chiffres qu'on a sur le recyclage des plastiques sont le recyclage des bouteilles et flacons, qui sont les plastiques rigides historiquement collectés dans le cadre des consignes de tri historiques, entre guillemets, et donc qui est de aujourd'hui 58%. On frise les 60%, et le tout plastique confondu, qui est aujourd'hui, comme vous le disiez, de 26%. Mais on n'a pas de taux de recyclage par type de plastique. On pourrait potentiellement commencer à regarder un petit peu plus en détail les mises sur le marché
le PET et le taux de recyclage du PET. Mais après, derrière, on a des typologies d'emballage tellement différentes sur le PET que je ne suis pas sûr que cette information serait pertinente du point de vue d'une étude sur la recyclabilité ou du point de vue d'une étude sur ou la mise en place d'une stratégie d'éco-conception. C'est plutôt vraiment en fonction de mon emballage et la typologie de mon emballage et quelle est la meilleure résine en fonction des filières de recyclage existantes. Alors ensuite, on avait une question sur la différence entre matériaux et résine. Alors, quand on parle de matériaux, on parle bien sûr de tous les matériaux, que ce soit du bois, du métal, du verre, des minerais. En fait, c'est un terme très générique. En fait, le terme de résine, c'est un terme qu'on utilise pour parler des différents types de polymères. On parle de différentes résines plastiques pour un PET, un PP, un PE, donc PP pour polypropylène, PE pour polyéthylène, un PS pour polystyrène. Voilà, c'est cette précision, ou en tout cas, c'est ça qu'on met derrière le terme de résine, c'est pour dire qu'on a en fait, dans le matériau plastique, on a en fait différentes résines, différentes typologies de plastique finalement. Ensuite, une question sur la compatibilité entre un pot PP et son opercule PP. Chloé, il y a pas mal répondu, il me semble. Là, donc, l'idée, c'est surtout effectivement de préserver le pot en PP. C'est-à-dire qu'on cherche à valoriser et à recycler le pot en PP, qui est le matériau majoritaire. Et l'opercule, derrière, on va faire en sorte qu'il ne perturbe pas justement la récupération, la massification et le recyclage du pot, qui est le matériau majoritaire. Donc l'opercule, comme on le disait, il peut y avoir une tolérance chez les recycleurs de pots PP qui disent s'il reste un tout petit peu d'opercule, je suis capable de l'intégrer dans ma filière. Par contre, effectivement, idéalement, il faut pouvoir séparer l'opercule, qui est un souple, du pot, qui est un rigide, parce que les filières de recyclage rigides ne sont pas adaptées à capter et à recycler le souple. Donc voilà, c'est en ça qu'il faut bien regarder cette compatibilité. Mais on a vu que ce n'était pas un no-go complet. Hein. Voilà. Alors ensuite, on a une question sur les fiches techniques qui ne mentionnent pas toujours avec exactitude si le matériau est monorésine. Comment faire? Là, c'est vraiment des discussions que vous devez avoir avec vos fournisseurs. Ce point-là, aujourd'hui, est suffisamment crucial dans nos stratégies et du point de vue réglementaire que vos fournisseurs doivent être capables de vous fournir les informations sur le caractère monorésine ou non d'un emballage. Les fiches techniques, si elles ne sont pas suffisamment précises, doivent être effectivement un peu plus détaillées par vos fournisseurs pour que vous soyez capable, vous, de mettre en place des stratégies d'éco-conception. Une remarque également sur le VOH qui n'est aujourd'hui pas barrière à l'eau et à la lumière, contrairement à l'aluminium. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, le VOH apporte certaines garanties du point de vue barrière. Je pense notamment aux caractéristiques organoleptiques d'un aliment, par exemple, ou à certaines barrières au gaz. Mais effectivement, ce n'est pas vrai pour toutes les barrières. Donc là, l'idée, c'est effectivement de trouver des nouvelles solutions qui puissent être compatibles en termes de recyclage, ne pas perturber les filières de recyclage, mais qui puissent effectivement permettre de continuer à répondre aux exigences que vous pouvez avoir vis-à-vis des propriétés barrières nécessaires pour emballer et conditionner vos produits. Voilà. Donc c'est vrai, effectivement, le VOH ne répond pas à toutes les problématiques. Ensuite, on a une question sur, effectivement, encore toujours sur la même thématique, sur le fait que ces barrières métalliques, donc l'aluminium, je pense plus spécifiquement, peut altérer la qualité des produits. Évidemment, surtout sur les questions sanitaires, etc., l'objectif n'est pas d'altérer la qualité du produit, c'est d'essayer de trouver le bon placement de curseur entre l'éco-conception, effectivement, d'un côté de votre emballage et, bien sûr, la qualité et les exigences en termes de cahier des charges que vous avez sur votre produit emballé, évidemment. Donc là, c'est tout ce travail qu'on doit mener pour essayer de pouvoir répondre à l'ensemble des exigences qui peuvent exister aujourd'hui dans un produit alimentaire et les solutions technologiques et techniques qu'on peut avoir sur les propriétés barrières. Ensuite, on avait une question sur le seuil de 5% de VOH. Alors, le seuil de 5% de VOH qu'on connaît aujourd'hui, c'est un seuil sur les balles. Alors, qu'est-ce que j'entends par balle? C'est-à-dire qu'en fait, on a testé dans une balle de PE ou de PP, mais plutôt de PE, on a testé quel était le seuil maxi de VOH qui était effectivement compatible avec la filière de recyclage. Et on a vu qu'en fait, en deçà de 1%, dans la balle, on n'avait pas de souci.
Pourquoi je précise dans la balle? Parce que dans la balle, il y a tout un tas d'emballages, certains qui ont des propriétés barrières et donc qui nécessitent effectivement de mettre de l'eau vache, mais il y a tout un tas d'autres emballages qui n'ont pas besoin de l'eau vache, qui n'ont pas de propriétés barrières nécessaires. Donc en fait, c'est finalement cette pondération de combien j'ai d'emballages qui ont une propriété barrière et qui peuvent potentiellement contenir de l'EVOH. Et en fait, on s'est rendu compte, donc en deçà de 1% dans la balle, pas de problème, pas de perturbation sur la filière de recyclage. Donc en fait, on extrapole en disant, bah, en fait, si on met moins de 5% sur les emballages nécessitant effectivement une barrière et qui ont potentiellement besoin de VOH, a priori, on ne dépassera pas les 1% dans la balle et donc on n'aura pas de perturbation. Cela étant dit, tout ce qui est multi-couches, multi-matériaux, et le VOH en fait partie, il y a des tolérances, mais il faut toujours limiter au maximum. Donc, si votre emballage n'a pas besoin de 5%, mais uniquement 2-3% par rapport aux propriétés barrières exigées, laissez le minimum de VOH dans votre emballage. Voilà. Déjà en plus parce que ça coûte cher. Ensuite, quid des emballages sombres? Est-ce que c'est le noir uniquement? Alors, non. En fait, ce qu'on appelle emballage sombre, c'est pour ça qu'on n'a pas dit emballage noir. Donc, c'est emballage sombre. On va avoir tout ce qui est le bordeaux foncé, le marron, le noir. C'est des emballages qui notamment utilisent du noir de carbone. En fait, ce côté sombre, cette teinte sombre, peut perturber la détection au tri optique. Et donc, c'est en ça qu'il faut effectivement trouver des alternatives. On va essayer de vous fournir aussi dans un futur proche un moyen scientifique de déterminer si oui ou non votre emballage peut potentiellement effectivement être problématique du point de vue de cette teinte sombre et du coup de la non-détectabilité en centre de tri par les machines de tri optique. Mais vraiment, dès qu'on arrive sur des couleurs qui sont effectivement assez sombres, encore une fois, je répète, un marron, noir, gris foncé, bordeaux foncé, il faut commencer à se poser des questions par rapport à la détectabilité de son emballage. Mais c'est clair, attention, l'emballage sombre, c'est pas tout sauf le PET clair. Il y a tout un tas de PET colorés aujourd'hui. On n'a aucun souci à capter, à détecter et à orienter vers les bonnes filières de recyclage. Une question également sur les barrières SIOX et ALOX. Là, je vous renvoie vers le guide COTREP qui vous mentionne qu'effectivement, ces barrières-là aujourd'hui sont tolérées dans les filières de recyclage parce qu'en fait, ce sont des traitements barrières qui envoient des particules d'oxyde d'aluminium ou des particules d'oxyde de silicium qui sont très, très faibles en termes de quantité et qui aujourd'hui ne perturbent pas la filière de recyclage de par la concentration de ces éléments dans les emballages. C'est mentionné dans le guide COTREP. On avait ensuite une remarque sur le fait que le manchon est effectivement un plastique souple. Et donc, il faudrait plutôt opter pour un manchon PE et PE basse densité, car la filière existe. La réflexion est la bonne, sauf que, en fait, qu'est-ce qui se passe en centre de tri? Votre bouteille manchonnée arrive et elle est détectée comme un emballage rigide, comme une bouteille. Et donc, elle va être orientée vers la filière des bouteilles. Et en fait, c'est uniquement au moment où elle arrive chez le recycleur de bouteilles que potentiellement, lui va se retrouver avec le manchon et va devoir savoir comment je l'enlève et comment il ne perturbe pas mon recyclage de ma bouteille. Donc en fait, malheureusement, la filière qui existe effectivement de PE basse densité cherche à capter le PE basse densité en centre de tri, le massifier et l'envoyer vers l'acteur qui recycle du PE basse densité. Mais par contre, le recycleur de bouteilles, lui, ne va pas forcément récupérer tous ces manchons, sauf si demain on a vraiment une harmonisation totale, comme on peut avoir par exemple sur les bouchons des bouteilles. Aujourd'hui, c'est que des bouchons en PE ou en PP rigide et qu'on est capable de capter et d'envoyer vers des recycleurs qui vont les recycler. Aujourd'hui, sur le manchon, on n'est pas capable de faire ça. Donc, l'idée sur le manchon, c'est vraiment de trouver des matériaux qui vont permettre de ne pas perturber le recyclage, encore une fois, du corps majoritaire. Le seuil de 4% d'oxyde de titane va-t-il évoluer? Alors, aujourd'hui, c'est un seuil qui est à 4% et c'est des travaux qui sont assez récents qui ont déterminé ce seuil-là. Est-ce que quand l'usage croissant peut-être du PET opaque, je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal pour savoir quel va être l'usage du PET opaque dans le futur. Et si demain, effectivement, on en a de plus en plus dans les filières de PET, peut-être qu'il va falloir revoir ce taux à la baisse. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas du tout prévu. Voilà.
Et j'avais enfin une question sur le recyclage de fibres, le recyclage en fibre du PET. Et alors là, je reviens vers vous en disant que, attention, ce qu'on appelle fibre PET, ça n'a rien à voir avec les questions de fibreux. C'est-à-dire que le fibreux, c'est souvent ce qu'on appelle les fractions de papier-carton. Non, quand on parle de fibre, recyclage en fibre du PET, ça va être des fibres textiles qui peuvent servir à faire, par exemple, des vêtements, mais aussi on a tout un tas d'usages techniques des fibres en PET, par exemple, pour faire des textiles d'isolation de toiture de bâtiment, également des textiles qui peuvent être utilisés dans les couettes ou les oreillers, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est, attention, faire bien le distinguo avec ce qu'on appelle souvent le fibreux, qui est en fait tous les matériaux papier-carton. Alors, je reprends le chat parce qu'il y a des questions qui sont arrivées aussi entre-temps. Alors, pas plus de 26% pour les emballages plastiques avec l'extension des consignes de tri, qui concerne presque 50% des ménages français. Alors, malheureusement, non aujourd'hui. Alors, en fait, il y en a toujours un décalage entre les statistiques qu'on a et effectivement, aujourd'hui, effectivement, en 2020, on est pratiquement à 50% de zones en extension. Les chiffres que je vous donne, c'est les chiffres de 2018 parce que c'est les chiffres consolidés et les statistiques qui nous sont montées. J'espère qu'effectivement, ce taux de 26% de recyclage des emballages plastiques, tout emballage confondu plastique, encore une fois, sera plus haut dans 1 ou 2 ans avec les chiffres qu'on aura remontés de 2020. Ensuite, j'ai une question sur PEPP font partie des plastiques proscrits à échéance 2030. Non, je ne crois pas. Non, je pense que ça, c'est une fausse information. En tout cas, je ne la connais pas. Le PEPP, ce sont vraiment des résines de plastique, notamment pour le rigide, avec des filières de recyclage qui sont pérennes et qui fonctionnent bien et avec des débouchés qui marchent bien. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison de les interdire. Est-ce que l'intégralité des 60% des plastiques restants sont valorisés? Alors, une grande partie, oui. Après, il y a des plastiques qu'on cherche vraiment à proscrire. Par exemple, je pense au PVC qu'on cherche à éviter parce que le PVC, du point de vue énergétique, de valorisation énergétique, peut avoir des soucis en termes de gaz émis. Et donc, notamment du point de vue sanitaire, on a des problématiques avec des besoins de filtres, etc. En fonction des utilisations qu'on veut faire de ces plastiques, effectivement, qui n'ont pas de filière de recyclage et qu'on cherche à valoriser énergétiquement, il peut y avoir des restrictions par rapport à ça. Et aussi, quand même, je reviens sur, malheureusement, les 500 000 tonnes encore aujourd'hui d'emballage, tout matériaux confondus, ce n'est pas uniquement les emballages plastiques, mais on a encore 500 000 tonnes aujourd'hui qui sont enfouies. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont malheureusement pas valorisés énergétiquement. Voilà. Faut-il demander à nos consommateurs de séparer l'overcule? Alors ça, c'est une question classique sur la dissociation des éléments sur un emballage où on va avoir des éléments qui sont associés. Aujourd'hui, on voit bien que sur une consigne de tri qui est pourtant, de notre point de vue en tout cas, pas si compliquée, on n'a pas 100% de trieurs systématiques. Et les gens qui nous disent encore « Ah, c'est compliqué, j'y comprends rien, on me dit un truc, puis l'autre. » En plus, on est dans une phase de transition avec l'extension des consignes de tri. Et donc, on est dans une phase où potentiellement, quand je vais dans ma maison de vacances ou quand je vais chez mes amis, j'ai pas forcément la même consigne de tri que quand je suis chez moi. Donc, l'idée surtout, nous, aujourd'hui, c'est vraiment de simplifier le geste de tri. Peut-être que demain, effectivement, on va arriver à des messages dans les consignes de tri qui vont être de dire séparez l'opercule de la barquette quand vous mettez dans votre bac jaune. Peut-être qu'on arrivera effectivement à ce type de message. Aujourd'hui, nous n'y sommes pas. Et l'idée, pour l'instant, c'est vraiment de simplifier au maximum le geste. Et c'est ce qu'on cherche à faire dans l'extension des consignes de tri en disant emballage, bac de tri. Très simple. Peut-être qu'effectivement, une fois que cette phase et cette étape-là sera réussie, eh ben, on pourra arriver effectivement à dire bon, ben, votre barquette de jambon, il faut séparer l'opercule de la barquette. Mais par exemple, je pense à la bouteille. Aujourd'hui, le meilleur moyen de recycler le bouchon d'une bouteille, c'est de laisser le bouchon sur la bouteille. Si on ne laisse pas le bouchon sur la bouteille, malheureusement, lors du tri balistique, le bouchon est trop petit et il sera perdu. Par contre, si le bouchon reste sur la bouteille, le recycleur régénérateur de bouteilles PET, lui, a les moyens, par flottaison, de récupérer le PP ou le PE
de votre bouchon. Donc, comme quoi, en fait, il n'y a pas de message unique sur la dissociation des éléments associés. Et qu'en fait, c'est quelque chose qui peut être très bien vu sur une barquette de jambon, mais par contre sur une bouteille qui va pas être très bien vue. Voilà. Donc c'est un peu plus complexe que ça, et on a des équipes sur la question des consignes de tri et les messages envoyés aux consommateurs, toute cette partie communication qui travaille au quotidien sur cette approche pédagogique et de sensibilisation. Voilà. Vous écoutez 3% de VOH possible qui perturbe le recyclage. Alors, non, la communication sur le VOH, c'est en deçà de 1% dans une balle, aucun souci. Entre 1 et 5%, on est dans une zone de flou où, en gros, on n'est pas capable de vraiment savoir quel est le seuil exact où vraiment on passe au moment de la perturbation. Et ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de 5%, dans une balle, on a de la perturbation sur un recyclage. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est mettez-y le minimum dans votre emballage quand il y en a besoin. Et derrière, effectivement, si on a une multiplication de l'utilisation de VOH dans les emballages en PE, par exemple, eh ben, peut-être qu'il va falloir, dans un futur proche, revoir ce seuil parce qu'on va arriver à des seuils globaux dans une balle qui vont effectivement très rapidement grimper. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est 1% dans une balle, aucun souci. Et donc, dans votre emballage spécifiquement, eh ben, on peut aller jusqu'à 5% a priori quand on regarde la majorité, enfin, la globalité des emballages en PE, certains n'ont pas besoin de barrière, et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc si on a 5% dans tous ceux qui ont besoin d'une barrière, sur la globalité du PE, qui est effectivement recyclé, on ne doit pas dépasser le 1%. J'espère que je suis clair dans ce que. Voilà. Sur nos valeurs place, on serait à 30% de quoi? Pardon. Voilà. 30% des emballages qui auraient le VOH, peut-être. Est-ce qu'une étiquette en PET sur un pot en PET clair est OK pour le recyclage? Alors ça, ça a été précisé, hein, pot en PET avec étiquette en PET. Attention, ça peut poser des gros soucis en termes de recyclage parce que l'étiquette peut être ancrée, par exemple. Il faut bien savoir, encore une fois, que le PET clair, c'est la seule filière de recyclage de plastique qui permet le retour au contact alimentaire. Et donc, il y a des exigences en termes sanitaires qui sont très strictes. Donc là, je vous renvoie vers le webinaire sur les pots et barquettes. Voilà, je crois que j'ai traité l'ensemble des questions. Il est 11h20, on s'était fixé 1h20 max. Je pense qu'on est bon. Chloé, Léa, je vous laisse conclure et je vous dis merci à tous pour votre attention et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions plus spécifiques. La boîte mail dédiée prévention@citeo.com. Merci, au revoir. Merci Gauthier. Du coup, on se retrouve dans un mois pour le webinaire numéro 6, du coup, qui sera sur les emballages en plastique souple. Je vous souhaite à tous, du coup, une bonne journée. Merci et à bientôt.